Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio que nous vous proposons à l'occasion de la sortie du numéro 6 de notre magazine Amour avec ou sans contact. Nous imaginons ce format sonore comme une passerelle entre notre magazine papier et notre magazine en ligne, permettant de prolonger la réflexion et le débat sur l'impact des technologies dans nos vies. Pour ce numéro, Sylvie Le Charbonnier, rédactrice en chef du magazine, s'est entretenue avec Judith Duportail, journaliste et autrice de Dating Fatigue, qui a utilisé Tinder avant d'en faire un terrain d'enquête. Bonne écoute. Judith, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes l'autrice de L'amour sous algorithme qui est paru en 2019 et qui décortique le système Tinder. Et vous venez de publier un nouvel ouvrage qui est un peu la suite, Dating Fatigue, amour et solitude dans les années 2020. Pour faire un parallèle avec notre dossier, finalement, l'amour sous algorithme, ce serait peut-être l'amour avec contact et la dating fatigue, l'amour sans contact. Enfin, on va en discuter en tout cas. Et je voulais commencer par une question un peu large, mais qui est vraiment dans le thème de notre dossier, qui est, pour vous, comment les technologies et les apps de rencontre ont-elles changé notre vision de l'amour ? Pour moi, les applications de rencontre, c'est plus profond en fait que changer notre rapport à l'amour. Je pense qu'elles ont changé notre rapport à l'autre en général, quelque part en nous infantilisant et en nous positionnant comme des espèces de bébés qui réclament quelque chose à quoi comme si c'était un dû, qui réclament une personne dans les 10 secondes, qui réclament une personne qui répond toujours à leur message, qui réclament une personne qui correspond à une liste de critères. Et on veut quelqu'un qui soit grand, qui soit petit, qui soit blonde, qui soit mince, qui soit athée, qui soit machin. Cette espèce de culture extrêmement individualiste et consumériste, elle menace en fait profondément, au plus profond de nous, la conviction que l'autre est une personne. Et ça devient complètement un objet. Moi, j'étudie les applications de rencontre depuis longtemps maintenant. Enfin, longtemps, vu leur durée de vie, vu qu'elles existent depuis 2012, 2013. Et cette tendance ne fait que s'accentuer. Moi, j'ai le sentiment... Eva Illouz, la sociologue, parlait d'une éthique de consommateur sur les applications de rencontre, dans le sens où... on y va en se disant, je cherche quelqu'un comme je vais faire mon marché. Moi, j'ai le sentiment que ça va encore plus loin et qu'on est dans une éthique de... L'image qui me vient, moi, c'est un petit enfant de 3 ans qui hurle et qui réclame. Et quand il n'a pas quelque chose, il se roule par terre. On a tous connu des enfants comme ça, à cette espèce de phase où ils sont un peu dictatoriales dans leur prime jeunesse. Et bon, c'est des bébés, c'est normal. Mais j'ai l'impression que les apps de rencontre, elles nous renvoient à cet état-là. Et du coup, ça transforme notre rapport à l'autre et notre rapport aussi à la société. Du coup, t'as l'impression que ça crée de nouveaux rapports, de nouvelles relations. Moi, je crois que ça ne crée aucune relation, ça isole. Ouais. Parce que du coup, il y a très peu de personnes qui se rencontrent en réalité sur les apps. Même si elles se voient dans la vie, est-ce qu'elles se rencontrent ? C'est encore une autre question. Moi, je pense que ça crée énormément de solitude et de comportements addictifs. Un livre qui a rien à voir avec les applications de rencontre qui s'appelle Chemsex, que j'ai lu il y a pas longtemps, de Johan Zarka, qui est très très dark mais aussi très honnête. Et c'est un homme qui est donc addict à plein de drogues et à des pratiques sexuelles en groupe, mais aussi au porno. Et on voit quand il est dans ses crises d'addiction comment il décrit les femmes et qu'est-ce qu'il cherche. Et en fait, on voit bien que c'est plus des femmes, c'est des hashtags, c'est des objets, c'est un peu cru, mais c'est des trous. Et les applications de rencontre, en nous servant en sous-texte un discours mélangé bien sûr avec une culture porno, avec une culture individuelle. C'est pas les applis toutes seules qui sont un monstre, c'est le monde dans lequel on vit qui est terrifiant. Mais mélangé avec tout ça, elle crée un truc où on fait comme si on avait le droit d'exiger quelque chose d'une personne, on avait le droit d'exiger une personne qui correspond à nos critères. Et ça, c'est un dévoiement aussi des discours du développement personnel et parfois même un dévoiement des discours féministes en disant « connais ta valeur, tu mérites le meilleur, si tu peux pas me supporter dans mon pire état, tu me mérites pas mon meilleur ». Toutes ces espèces de maximes qu'on répétées, en fait, conduisent à un état d'esprit mais tyrannique.
Et c'est aussi, enfin, qui crée notre malheur, parce qu'en fait, ça marche pas. Ouais, ça me marche fait pas penser du tout. à Eva Illouz et c'est la fin de l'amour sur le côté l'amour est devenu une valeur aussi capitaliste, etc. C'est ce que vous dites en fait. Ouais, il y a une phrase d'Eva Illouz dans La fin de l'amour qui m'a bouleversée, que j'ai trouvée très forte, qui est savoir ce que l'on veut est une incitation à la violence. Pour moi, c'est exactement ça. C'est voilà, elle le dit très bien. Ce discours de dire je sais ce que je veux, et bien au final c'est je deviens un tyran dans mes exigences, dictateur de mon désir, quoi. Moi j'ai l'impression que c'est ça que nous rendent les applications de rencontre. C'est comme ça que nous influencent les applications de rencontre. Justement, si on revient peut-être au premier livre qui est L'amour sous algorithme et vous faites des ponts entre les deux ouvrages. D'ailleurs, dans le deuxième, vous dites L'amour sous algorithme est un jeu dont nous ne connaissons pas les règles. Je trouve que c'est une phrase très forte, justement. Du coup, vous avez longtemps enquêté sur le système Tinder et est-ce que vous pouvez un peu nous le décortiquer rapidement, mais déjà il faut comprendre que pour élaborer ces matchs, il faut, ces applis aspirent une partie de nos données personnelles en fait. Oui, ça j'en ai énormément parlé des dizaines de fois, donc je vais faire assez bref. Oui, Tinder fonctionne avec un algorithme comme toutes les applications de rencontres, comme Facebook, comme Instagram. Ces algorithmes sont opaques et ces algorithmes ont une influence considérable sur avec qui on a le droit d'interagir, qui on a le droit de rencontrer, qui on a le droit de toucher, qui on a le droit d'aimer. Et ces algorithmes ne sont pas... aucun algorithme est neutre, parce qu'un algorithme, c'est un système de tri, donc c'est un système de hiérarchisation. Donc quand on fait un choix, il est forcément biaisé. C'est le principe d'un choix. C'est un biais. Enfin, on tranche d'un côté ou de l'autre. Et ce que j'avais expliqué à l'époque de L'amour sous algorithme, c'est que quand on étudie les brevets de Tinder, on se rend compte que les algorithmes avaient été pensés selon un système de valeurs très rétrograde, où on faisait en sorte de mettre en relation des hommes qui étaient soit plus âgés, soit plus diplômés, soit plus riches que les femmes avec qui ils avaient des matchs. En fait, le but, c'était toujours de mettre en relation des hommes qui étaient un petit peu au-dessus des femmes avec qui ils pouvaient échanger. Ça, c'est vraiment la manière dont est conçu l'algorithme, aussi parce que l'algorithme est conçu beaucoup par des hommes. On sait, et nous, à Chute, on en parle beaucoup, qu'il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Et le fait que ces algorithmes soient construits par des hommes, ça crée ce type de biais aussi. C'est une première piste d'explication, bien sûr. Au fondement de Tinder, il y avait 4 hommes, 5 hommes et une femme qui est d'ailleurs partie parce que il y avait une affaire de harcèlement sexuel. Après, je pense que c'est aussi plus profond que ça, parce que Whitney Wolf, elle est partie de Tinder pour fonder Bumble, qui est marketée comme une application de rencontre féministe. Mais en réalité, Bumble a longtemps été détenue par Badoo, qui est une application tout sauf féministe, dont le boss a trempé dans des affaires de harcèlement sexuel. Je pense que c'est plus une question de désir ou de volonté politique ou d'engagement. Si on met 5 femmes de droite, catholiques, qui créent une application de rencontre, on aura quelque chose de sans doute différent que si on met 5 hommes écolos qui essayent d'être féministes. Donc je pense que c'est un début d'explication, mais je pense qu'il faut aller plus loin, selon moi. C'est-à-dire ? C'est pas qu'une question de créer une app parce que je suis une femme, je vais faire une app féministe. C'est plus parce que je réfléchis à des questions féministes, parce que je suis féministe, parce que je m'entoure de garde-fous, parce que mon algorithme est transparent, parce que je permets à des autorités de regarder comment ça se passe, parce que je permets à des journalistes de regarder comment ça se passe, que là peut-être moi je ferai un algorithme qui tend à quelque chose d'un peu moins machiste. Faut aussi se méfier de soi-même et de ses propres biais, même avec les meilleures intentions du monde. Je pense pas que les fondateurs Tinder ils se soient jamais dit on va faire un algo horrible pour que les femmes soient dominées. Je pense qu'ils ont fait un algorithme en se disant c'est exactement ce que je souhaiterais à ma petite sœur, par exemple, qui rencontre un mec riche, intelligent, diplômé. Je pense qu'ils n'ont même pas le niveau de conscience de se dire que c'est problématique. Et c'est probablement notre cas à nous aussi. Il y a probablement des choses qu'on croit et on n'a pas le niveau de conscience de croire que c'est problématique. Je pense que la solution, c'est la pluralité, c'est la transparence, c'est les autres. Et c'est c'est de laisser aussi les autres regarder comment c'est fait. Parce que soi-même tout seul, on n'est pas Dieu, quoi. Et on n'est pas surhumain, donc on fera toujours des erreurs. Est-ce qu'il y a des apps qui tendent vers ça ou pas du tout aujourd'hui ? Je peux pas trop répondre à cette question parce que j'aurais l'air de faire de la pub. Je sais qu'il y en a avec qui on discute, qui réfléchissent à ça, mais
l'application de rencontre sur laquelle j'ai le plus travaillé, c'est Tinder. J'ai vraiment passé beaucoup de temps. Les autres, j'y ai pas du tout passé autant de temps, donc je pourrais pas. Ce serait compliqué pour moi de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, de mettre un brevet, oui, non. Je pense que c'est pas ma place. Ouais. Bien sûr. Et est-ce que, du coup, ce que vous dites, c'est que finalement, ces apps, elles renforcent quelque part la société patriarcale, elles renforcent les normes de genre, etc., plus qu'elles ne libèrent, la liberté qu'on peut penser, supposer, en fait, de pouvoir justement matcher avec quiconque n'existe pas vraiment. Non, c'est sûr, non, de pouvoir matcher avec quiconque... Non, c'est sûr que non. Non. Voilà, mais est-ce que ces sites ont reproduit justement les schémas de la société patriarcale ou est-ce qu'ils ont changé les rapports hommes-femmes? Parce que on voit aussi que les hommes ont plus de difficultés à avoir un match. Enfin voilà, que c'est aussi il y a aussi l'homme est le client aussi dans ces business-là. Moi, je pense que les applications de rencontre sont un espace toxique pour les hommes comme pour les femmes de façon très différente. Pour les hommes, parce qu'ils sont mis... Mais après, c'est un discours dont je me méfie parce que après, il est réutilisé par des incels ou par des masculinistes pour dire c'est pas de notre faute, c'est horrible. C'est pour ça qu'on tue des femmes dans les salles de yoga, c'est parce qu'on n'a pas de match sur Tinder. Donc, non, mais c'est vraiment ce qu'ils disent. Hein. Donc, je me méfie beaucoup des discours essentialisants. Moi-même, j'ai pu en tenir au début de mes travaux, essayer d'étudier la différence d'expérience pour les hommes, pour les femmes. Aujourd'hui, c'est des propos que j'ai plus forcément envie de tenir parce que j'ai vu, par exemple, j'ai fait un article dans Le Monde pour expliquer que l'expérience de Tinder sur des femmes et des hommes était très différente. Et mon article, je l'ai vu énormément repris dans des groupes masculinistes, par des incels eux-mêmes pour expliquer leur violence. Donc, c'est le type de propos que j'ai plus envie de tenir. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que à propos de tous mes travaux, tous les entretiens que j'ai menés, c'est qu'il y a de la souffrance des deux côtés. Il y a de la souffrance des deux côtés. Et est-ce que ça a modifié la structure patriarcale de la société? Oui, sûrement, parce que c'est plus du tout les mêmes enjeux ni les mêmes lignes de fracture qu'il y a 50 ans ou même qu'il y a 10 ans. Ce sont d'autres nouvelles lignes de fracture qui se dessinent, ou avec les hommes, un discours qui expliquerait que maintenant les femmes sont les reines du marché sexuel grâce aux applications de rencontre, qu'elles ont qu'à se baisser pour ramasser, qu'elles ont des milliards de matchs et que du coup elles se comportent mal avec les hommes. Ça, c'est un type de discours qui est tenu, hein, c'est pas le mien. Et que les pauvres hommes sont exploités et du coup c'est pour ça qu'ils harcèlent, menacent, etc. Et ça, c'est un schéma de pensée qui est extrêmement dangereux parce que de toute façon il y a forcément quelque chose d'extrêmement réducteur à toujours penser les hommes, les femmes, on en oublie qu'en fait on parle avec un homme ou on parle avec une femme qui est une seule personne. Et je pense qu'il y a quelque chose de très dangereux à toujours regarder les relations amoureuses d'un point de vue macro ou d'un point de vue... les sociologues le font, c'est leur métier. Mais nous, peut-être les auteurs, les journalistes ou même les humains ou les gens qui essayent d'avoir des histoires... voir toutes les relations d'un point de vue macro, statistique, les hommes ceci, les femmes cela, c'est très déshumanisant au final. Donc c'est quelque chose que j'ai plus trop envie de faire. Je regrette même de l'avoir fait parce que maintenant je vois que mes travaux sont réutilisés à des fins terribles en fait. Donc voilà. Après, la liberté qu'on peut trouver sur ces applications de rencontres, est-ce qu'il y a une liberté? Peut-être, mais je pense qu'il y a une liberté qui est très paradoxal. On ressent un sentiment de liberté quand on utilise Tinder, quand on l'utilise exactement comme la société aimerait qu'on l'utilise. C'est-à-dire quand on est une jeune femme à 25 ans et qu'on a envie de faire des expériences sexuelles. Si on a la chance que nos désirs à ce moment-là matchent les attentes de Tinder, à ce moment-là, oui, on va avoir le sentiment d'une grande liberté. Parce qu'on va pouvoir rencontrer des partenaires sexuels qui sont, par exemple, hors de notre groupe d'amis. Donc, mais hors ce petit moment dans la vie... Je crois que non, ça nous rend pas plus libres, non, au contraire. Oui. Au contraire. Et donc, ça redonne pas du pouvoir aux femmes? Non, je pense absolument pas. Non, je pense vraiment absolument pas. C'est vraiment absolument pas. Je vois pas comment ça peut redonner du pouvoir aux femmes de se faire
harceler, insulter une fois sur deux, parce que c'est ça la qualité des échanges sur les applications de rencontres, surtout en ce moment, post-confinement. Il y a une étude qui a été menée par un cabinet de conseil américain et qui explique que la qualité des échanges sur les applications de rencontres est genre 3 fois moins... et d'une qualité 3 fois pire que n'importe quel échange que vous avez dans la rue. C'est même pas poli ni cordial, quoi. C'est devenu un exutoire pour les frustrations que chacun a dans la vie, dans la société, dans son boulot. On se connecte le soir parce qu'on se sent seul et puis on crie sur les gens. Et puis s'ils répondent pas assez vite, on les bloque. Et puis s'ils disent un truc qui nous agace, on leur envoie des pavés. Enfin, non, c'est la jungle. Je crois qu'il faut vraiment se rendre compte. C'est la jungle. Et donc, c'est des relations plus violentes qu'auparavant. Ça met la relation amoureuse dans un contexte plus violent qu'auparavant. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe sur les applications de rencontres, c'est pas... On est très, très loin de la relation amoureuse. On parle d'échanges entre des inconnus qui... Même qui prévoit un date, statistiquement, quand on prévoit une rencontre avec quelqu'un sur une appli, il a plus de chances de ne pas se produire. Et après, quand vous rencontrez quelqu'un... Peut-être après, on passe dans l'autre espace qui est du dating, de la relation amoureuse, etc. Mais la majorité des gens passent un temps immense sans même rencontrer personne. C'est pas ce que... Enfin, on nous vend... Enfin, c'est expliqué que c'est vendu comme un espace pour aller rencontrer des gens, mais ce qui s'y passe, c'est tout autre chose. C'est des inconnus qui se parlent, qui, dans plein de cas, se parlent mal, quoi. C'est ça, la réalité des apps. C'est pas des rencontres, c'est pas de l'amour, c'est même pas du sexe. Faut le savoir, c'est pas ça du tout. Sinon, on verrait, par exemple, les anthropologues de la sexualité, qui ont une revue qui s'appelle Archive of Sexual Behavior, machin. Enfin, pas machin, mais Archive of Sexual Behaviors, explique qu'en fait, le nombre de partenaires sexuels n'augmente pas. Ça n'augmente pas, ça ne bouge pas chez les humains, enfin, chez les personnes, les vingtenaires, les trentenaires. Donc, c'est bien que les apps ne font pas... ça ne crée pas... ça ne crée pas une profusion de partenaires sexuels ou une profusion de rendez-vous qui mènent à des histoires d'amour, d'histoires de cul. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est un autre espace. C'est d'autres choses, d'autres types de messages qui sont échangés, mais c'est pas de là. On est très très loin de la relation amoureuse, très 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 loin. C'est comme le troll sur les réseaux sociaux, mais d'un point de vue intime en fait, quelque part. Oui, on pourrait peut-être dire ça. Ouais, c'est ça. Et est-ce que ça permet pas quand même plus facilement aussi de sortir des schémas traditionnels du couple, de l'hétérosexualité, etc. Est-ce que moi je pense à la communauté LGBT qui a aussi peut-être plus de facilité à rencontrer qu'avant, j'en sais rien. Enfin voilà. Est-ce que Si, je pense qu'au début les apps, d'ailleurs, elles ont été pensées pour. Enfin, au début les apps, elles étaient pensées pour ça. Enfin, c'est des apps gays, si, bien sûr. Je pense que... Alors moi, j'ai beaucoup étudié le milieu hétéro, donc je suis pas spécialiste du tout des questions LGBT. Mais si, bien sûr, je pense... Après, il y a une énorme différence entre les apps LGBT et les apps gays. C'est que ce qu'expliquent les sociologues et les spécialistes, et ce que qu'on voit complètement dans mes travaux, c'est que quand on crée une app LGBT, on se crée un espace hors de la société où on suspend un certain jugement et où on se retrouve un peu entre personnes similaires, entre gros guillemets, parce que c'est pas parce qu'on a la même orientation sexuelle qu'on est similaire, mais c'est comme si on se crée une petite île en dehors de la société. Les apps hétérosexuelles, toutes les études, et c'est très très triste à dire, et c'est très malheureux, mais c'est ce que disent les sociologues, sur les apps hétérosexuelles, il y a quelque chose comme le mépris demeure, parce que le mépris est internalisé. Les femmes se méprisent d'être sur les applications de rencontres inconsciemment, ou peut-être même très légèrement, ou même d'autres femmes les méprisent, et surtout les hommes, toujours, quelque part, même si les choses évoluent doucement, mais elles évoluent encore doucement, méprisent les femmes qui auraient des rapports sexuels trop vite, même s'ils le disent pas, même s'ils le montrent pas. Toutes les études de sociologie le montrent encore, et c'est triste, c'est très très malheureux. Moi, j'ai envie que le monde bouge, mais bouge plus vite. Mais c'est pas le cas. Il y a toujours, le mépris est encore là, au présent, entre les deux protagonistes, on va dire, de l'utilisation de l'application. Donc, on sait pas créer un îlot hors des relations, des échanges patriarcaux pour créer des rapports hétéros, cuicui les petits oiseaux mignons, ou alors très hot, très sexy, mais on se méprise pas, etc. Non, on n'a pas réussi à créer ça encore, et en tout cas pas sur les applications de rencontres. Ouais. Les codes n'ont pas changé. Non, les codes n'ont pas changé, pas du tout. Et surtout, ou au contraire même. Comme il y a une multiplication des expériences, qu'il y a une multiplication des rencontres, une multiplication des ghostings, on crée... il y a une intensification. Même les plus fervents défenseurs des applications de rencontres ne pourront pas contredire cette idée qu'on n'a jamais été autant exposé
au rejet, on n'a jamais été autant exposé à la possibilité d'avoir une interaction au mieux désagréable, au pire harcelante, violente, avec la multiplication du type de rencontres qu'on a, du type de personnes qu'on a, du type de match qu'on a, cette espèce de multiplication industrielle qui est ingérable et qui fait que on multiplie les chances aussi de se faire malmener, quoi. Tout simplement. Comme vous dites, c'est un peu le thème aussi de votre deuxième ouvrage sur la dating fatigue. D'ailleurs, c'est quoi la dating fatigue, juste en... C'est une nouvelle version du désarroi ou de la mélancolie amoureuse. Enfin, c'est la mélancolie amoureuse du 21e siècle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cliché du célibat de Bridget Jones, d'une vie de célibataire très vide, où on espère rencontrer quelqu'un à une soirée, etc., c'est plus tout à fait d'actualité. La vie de célibataire aujourd'hui, c'est une espèce de multiplication comme ça de dates étranges, de conversations avec quelqu'un sur une application. On se dit « Ah, génial, cette personne est trop intéressante, etc. » Puis à un moment, on fait une mauvaise blague et puis elle nous bloque. Et puis on n'a pas compris pourquoi. Ou alors, une conversation avec quelqu'un, on oublie de répondre parce que la vie, le travail... la vie, quoi. On n'est pas des esclaves de son téléphone. Et on rouvre son téléphone et là, on a un pavé de 5 pages pour dire que les femmes sont pas drôles, pas disponibles, que le féminisme, c'est horrible. C'est tout ça, la dating fatigue. C'est ce sentiment quand on est perdu, mais tout ça, et qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et comment je vais faire pour que ça se passe différemment? C'est ça, la dating fatigue. Il y a une phrase, justement, au tout début du livre qui dit « La solitude des années 20-20 est une errance entre relations floues. » Du coup, le dating à outrance mène à plus de solitude, selon vous? Ah oui, moi, je pense que quelque chose pour être heureux dans sa vie, une chose qui est très importante, je pense, c'est d'être impliqué dans son travail, impliqué dans, par exemple, je sais pas, dans comment on organise sa maison, impliqué dans ses relations amicales, impliqué dans ses relations familiales, impliqué dans, je sais pas, l'éducation de son chien, impliqué de donner de l'intention et du cœur à ce qu'on fait. Multiplier des demi-relations dans lesquelles on met juste un bout de son pied comme si on mettait juste un bout d'orteil dans une piscine, soit par crainte d'être blessé, soit par crainte de perdre les meilleures options, soit par crainte, je sais pas par quelle crainte, mais le fait de multiplier comme ça des demi-choses, ça fait qu'on a des demi-émotions. Et c'est terrible, en fait. C'est terrible parce que ça fait qu'on vit rien. Dans L'amour sous algorithme, il y avait une phrase qui avait marqué, que j'avais beaucoup vu tourner sur Instagram, etc. C'était à force de pas vouloir se fermer de porte, on va passer notre vie dans un couloir. Et je pense que c'est ce qui se passe pour énormément de gens. On est dans un espèce de couloir, où on est tout seul, assailli par des milliards de stimuli, envoyés par des applications de rencontres, nos téléphones, la vie extérieure, etc., qui fait qu'on en oublie, mais en fait, c'est de l'essentiel. Et je parle même pas de être en couple, se marier, mais on en est même plus là, en fait. C'est même plus ça l'enjeu. L'enjeu, c'est juste rencontrer quelqu'un comme une personne humaine et se dire qui tu es, quelle est ta vie, quels sont tes rêves, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit. Enfin, juste s'intéresser à quelqu'un et pas tout de suite le voir comme quelqu'un qui pourrait booster son ego, faire bien, booster ses followers sur Instagram. Et ça peut avoir l'air caricatural ce que je dis, mais je ne pense que ça ne l'est pas du tout. Et je pense que tant mieux pour vous si en m'écoutant vous me trouvez caricatural, mais je pense que aussi vous allez voir dans quelques mois, dans quelques années, ça va être un phénomène qui va être de plus en plus croissant, où on oublie de voir l'autre comme autre chose qu'un objet pour nous valoriser. Et c'est même plus un objet sexuel. Peut-être à une époque, il y avait les objets, c'est quelque chose... Enfin, il y a encore, évidemment, la thématique de l'objet sexuel. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société tellement narcissiste et en même temps tellement narcissique et en même temps tellement difficile. Donc, ce mélange où il faut avoir un ego surpuissant. Et en même temps, c'est compliqué d'avoir un ego surpuissant dans une société où, déjà, on est confiné, dans une société où, dans la majorité des grandes villes, vous allez jamais pouvoir vous acheter un appartement à moins d'être un rentier. Enfin, comment on fait, du coup, pour remplir un peu les attentes qu'on a sur nous, qu'on attend de nous, qui sont impossibles à gérer, impossibles à atteindre, et ben on se sert des autres. Et on les utilise comme une échelle. C'est le consumérisme poussé à l'extrême. C'est encore autre chose que le consumérisme, je pense. Parce que le consumérisme, il y a l'idée d'utiliser l'autre. Non, c'est vrai, c'est peut-être ça, le consumérisme poussé à l'extrême. C'est une forme de cynisme. Oui, de cynisme. Et du coup, vous êtes assez d'accord avec Eva Yalouz sur c'est la fin de l'amour, ces apps? Ah ouais, sur ces apps, ouais. Je pense pas que ce soit la fin de l'amour dans la société.
Mais je pense que pour chercher l'amour ou pour trouver l'amour, on a 10 fois plus de chances de le trouver au supermarché que sur une application de rencontre. Je sais qu'il y a plein de gens, quand à chaque fois que je dis ça, je reçois plein de DM en mode « Mais moi, j'ai rencontré mon mec sur Tinder. » Non, mais tant mieux. Il y a encore des gens qui y arrivent, mais je pense que statistiquement, il y a beaucoup plus de chances pour qu'il ne se passe rien ou des choses vraiment difficiles. Je pense que c'est infiniment plus simple de rencontrer quelqu'un, finalement, en dehors. Mais c'est vraiment la question aussi de l'addiction et du côté toxique que vous racontez très bien sur comment ça joue sur l'estime de soi. C'est aussi considérer l'autre comme une personne, mais se considérer comme une personne aussi. Tout à fait. Et est-ce que ça remet aussi en cause la question, justement, on en parlait un peu tout à l'heure, mais le couple, est-ce que le couple a l'air du swipe et désuet? Est-ce que ça vient, parce que vous parlez du polyamour, de plein d'autres formes ou de nouvelles formes de relations amoureuses. On peut parler du sex friend, enfin bref. Est-ce que le couple est mis à mal dans cette société? Oui, je pense que c'est pas un scoop de dire qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à des modes de relations alternatives et que le célibat, aujourd'hui il y a 16 millions de célibataires en France, c'est plus du tout une exception. C'est presque plus normal que d'être en couple finalement. Enfin, en tout cas dans certains milieux, peut-être. Oui, le couple est en train de changer. Après, ça reste quand même un idéal auquel tendent beaucoup, beaucoup de personnes. Je pense beaucoup plus que certaines veulent l'avouer. Et on a... Voilà, je sais pas trop quoi raconter sur le couple parce que j'ai le sentiment qu'on dit oui, le couple est en désuétude, etc. Mais je pense que c'est que quelque part... On surestime beaucoup ce mouvement et que nombreux sont dans le fond de leur cœur qui en rêvent encore, ou peut-être qui en rêvent encore à leur façon, qui ne veulent pas d'un couple forcément à 25 ans. Je pense qu'on a envie de créer les couples, d'être plus libres dans la création des couples qui nous font envie ou qui nous rendent joyeux ou qui nous permettent d'être libres. Il y a quelque chose de très... Mais qu'on a quand même... Je pense que c'est la relation à deux fait encore beaucoup rêver. Ouais. Pourtant, j'ai l'impression, moi, c'est le cœur du deuxième ouvrage, justement. C'est intéressant. C'est marrant. Cette question de est-ce que je sors du couple ou pas? Enfin, voilà. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a... En tout cas, pour ma part, c'est ce que je raconte dans Dating Fatigue, c'est que le couple traditionnel, moi, m'a fait peur à certains égards, dans le sens où une fois ce qui est terrible dans la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit, c'est qu'à partir du moment où on est en couple, où c'est son mec, la société accepte et même valorise tout un tas de comportements qui sont extrêmement toxiques. Son mec officiel, quelque part, bon, c'est pas si grave s'il fouille dans tes messages, c'est pas si grave s'il a pas envie que tu sortes, c'est pas si grave s'il te dit qui t'as le droit de voir ou pas, qui sont pour moi des comportements extrêmement dangereux, en fait. Extrêmement invasif, extrêmement non respectueux de mon espace personnel, de ma vie privée, de qui je suis, de ma liberté, quels amis j'ai le droit de voir. Et en même temps, on glorifie avec ces sex friends les pires comportements, de dire j'en ai rien à foutre de telle personne, j'ai couché avec lui, je suis partie au milieu de la nuit, des choses qui sont pour moi vraiment indélicates. Et c'est ça, pour moi, un des grands enjeux de la réinvention du couple aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi mettre des barrières à l'intérieur de nos relations intimes et établir comment on peut préserver aussi notre liberté. Mais ma liberté, ça veut pas forcément dire coucher avec plein de gens en même temps que je suis en couple. On a trop, je pense, associé la liberté avec une forme de sexualité. Non, je pense que la liberté, c'est énormément de choses. Et ça, je pense, c'est les grands enjeux du moment et qui sont passionnants, d'ailleurs. Passionnants. Est-ce que la période qu'on vit, justement, le Covid, la crise sanitaire, etc., est-ce que, finalement, pour la rencontre amoureuse ou sexuelle, etc., les apps deviennent quasiment un passage obligé, vu qu'il y a plus d'autres lieux de sociabilité ou presque. Est-ce que ça renforce tout ce que vous venez de dire sur le consumérisme, etc. Quel est l'impact selon vous et selon ce que vous voyez de la crise du Covid sur je pense que la crise du Covid, c'est assez terrible sur l'ambiance générale des applications de rencontre. Je pense que ça a amplifié une certaine incivilité affective.
Vraiment, moi, je pense que les applications de rencontre hors Covid, il y a peut-être bien armé, de bonne humeur, quand on est bien dans ses baskets, on peut peut-être les tourner à son avantage. En ce moment, je pense qu'il faut les fuir. Il faut vraiment les fuir. Et tant pis si on rencontre moins de gens. Tant pis. Parce que, bon, là, je parle de je parle de ce que je vois, de ce qu'on me raconte, mais il y a quelque chose où, en ce moment, on est quand même soumis à un grand état de stress, même si on est en bonne santé, même si on n'a pas peur d'attraper le Covid. Il y a une espèce d'instabilité permanente autour de nous. On a quand même passé la barre des 100 000 morts en Inde. C'est terrifiant ce qui se passe. Enfin bref, toute cette ambiance générale est extrêmement triste, déjà, et aussi angoissante. On peut avoir peur pour son métier. Même, tout simplement, on ne sait pas si on va pouvoir partir en vacances. Enfin, c'est rien du tout. Les vacances, c'est un problème de riches, mais c'est quand même une ambiance générale qui est extrêmement angoissante et stressante. Et les apps servent d'exutoire, aujourd'hui, à ce stress. Vraiment, enfin moi les comportements qu'on me rapporte et que je constate, c'est si la personne répond pas en une seconde, enfin tout est cool les comportements que j'ai déjà listés, je vais pas encore le faire, mais non, en ce moment, courage, fuyons quoi. Les apps, je pense que moi c'est vraiment ce que je dirais. Ou alors vraiment à toute petite dose, en ayant bien conscience que c'est pas soi le problème, c'est une ambiance générale, mais voilà. Et vous le tentiez un peu tout à l'heure, si on fait un peu de prospective, alors c'est toujours difficile parce qu'on est, mais comment voyez-vous l'évolution de ces apps et l'évolution de la rencontre, etc. Vous disiez une déshumanisation, est-ce que vous pensez qu'on va vraiment vers ça? Et aussi, dans Dating Fatigue, je trouvais que ce qui ressortait aussi, c'était est-ce que la valeur durable, c'est pas l'amitié? Enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres relations finalement qui prennent le pas? Sur le futur des applications de rencontre, moi je suis assez inquiète, très sincèrement. Je suis même assez, peut-être même je dirais, j'ai peur de ce que ça va devenir. Pourquoi? Pour tout ce que je viens de dire, quoi. Je me demande jusqu'où ça peut aller, cette espèce de narcissisme et de consumérisme et de violence parfois. Ou au moins de brutalité. Violence, faut faire attention peut-être quand on l'emploie, mais de brutalité répétée. Je me demande jusqu'où ça peut aller. Je me demande quel genre qu'est-ce qui va se passer. Après, je pense qu'il se passe des choses intéressantes en dehors des apps. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent à comment justement essayer de créer de meilleures relations, de valoriser l'amitié. Autant que ses relations amoureuses, de réfléchir à comment aimer mieux. Tout ça, c'est des combats qu'on doit tous, je pense, mener dans nos vies. On peut tous être les soldats de cette révolution-là, de vouloir tisser des meilleurs liens, réfléchir à qui est l'autre, comment faire, qui est sa famille, mais sa famille au sens large. Ça peut vouloir dire ses amis, et être là pour eux au même titre qu'on attendrait d'un conjoint, d'être là, ne pas mettre, par exemple, tout le poids de prendre soin de l'autre sur une ou deux, enfin sur son mec ou sur sa compagne. C'est tellement lourd en fait, ce qu'on attend d'un compagnon ou d'une compagne. Toutes ces questions-là, elles sont passionnantes et je pense qu'elles sont aussi féministes et politiques, dans le sens où c'est aussi la question de dans quelle société on veut vivre. Et je pense que c'est un chantier qu'on est en train d'aborder avec le féminisme, et aussi je pense que c'est lié à l'écologie, parce que ça veut dire aussi dans quel monde on veut vivre, et qui sont des questions collectives qu'on est en train de se poser, mais qui sont passionnantes. Mais on est aussi au tout début de la question amoureuse. Parce qu'avant, on se mariait pas du tout par amour, on se maquait pas, mais on se maquait même pas par amour. Et maintenant, on réfléchit à ça, c'est un grand chantier. Et c'est super. Par contre, je pense que c'est un chantier qui va se passer dans la vraie vie, qui va pas se passer sur les apps. Et en ce moment, on est coincé dans un monde un peu virtuel, donc c'est difficile. J'espère qu'on va trouver les solutions, parce que c'est très important, ou des bribes de solutions, ou des bribes de résistance. J'espère qu'on va trouver, parce que c'est gravissime en fait que c'est en train de nous dérober ces applications. C'est très grave en fait ce qui se passe, selon moi. Donc, finalement, l'amour est politique aussi. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. C'est même la question politique. C'est la question politique du moment. C'est la question. Parce que comment on accepte d'être traité soi, comment on traite les gens dans sa sphère intime, c'est comment on traite une société. On peut pas bâtir une société égalitaire,
progressiste si dans sa propre maison on est abusé ou on abuse, c'est pas possible. Donc ça commence là. Ça commence là. Vous êtes quand même optimiste parce qu'on vous sent quand même très très inquiète et très désabusée ou pas du tout? Je sais pas. Ça dépend des jours. Ouais, je suis très inquiète. C'est peut-être parce que j'ai tout le temps le nez dedans, donc je prends la mesure de tout ce qui se passe. Je suis optimiste peut-être pour les questions des relations amoureuses. Enfin, optimiste. J'ai plus d'espoir pour la question des relations amoureuses en général que pour la question des apps. Ouais. Bien sûr. Merci beaucoup, Judith Duportail. Cet entretien fait partie de notre numéro 6, Amour avec ou sans contact. Mais chute numéro 6, c'est aussi un grand entretien avec Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, un vrai faux autour de la cybersécurité, une analyse de la révolution quantique. Bref, c'est bien d'autres articles que je vous laisse découvrir sur eshop.chute.media et je vous dis à bientôt. Alors, séduite, séduit ? Si vous souhaitez continuer votre exploration de ce sujet passionnant, vous pouvez vous abonner ou commander le numéro 6 de Chute Magazine sur notre boutique en ligne, l'acheter en kiosque ou le demander à votre libraire préféré. À bientôt!